Salut à tous. Sur la crête d'Ali Taka, au sud de Nabia, l'organisation terroriste Hezbollah fait face à un problème créé par sa propre machine de guerre souterraine. Des dizaines de terroristes auraient été signalés à l'intérieur d'un complexe souterrain fortifié, un réseau de commandement et de combat, tandis que les forces israéliennes contrôlent le terrain autour de toutes les sorties. Auparavant, les estimations israéliennes situaient leur nombre à environ 30 et possiblement jusqu'à 40 terroristes du Hezbollah, mais aucun chiffre n'est vérifié aujourd'hui. De récentes évaluations militaires israéliennes ont fait état de tentatives de fuite de la part des terroristes, notamment d'activités de drones autour de la crête. L'évaluation demeure préliminaire à ce stade. Alors voici la question. Que se passe-t-il lorsqu'un système souterrain construit pour aider l'organisation terroriste à attaquer Israël devient un piège pour les hommes envoyés pour l'utiliser? Il y a une certaine ironie sombre à passer des années à perfectionner une forteresse dont on ne peut s'échapper avant de découvrir que le principe impossible de s'échapper peut fonctionner dans les deux sens. Ce ne sont pas des abris. Ils faisaient partie d'un système militaire offensif déployé dans le sud du Liban. L'organisation terroriste Hezbollah a construit des centres de commandement, des zones de stockage d'armes, des positions de lancement, des infrastructures de drones, des capacités anti-chars et des itinéraires souterrains conçus pour soutenir des attaques contre l'État juif d'Israël. À Ali Taka, les forces israéliennes, avec les forces de défense d'Israël, ou Tzahal, font face à des centres de commandement et de contrôle reliés à l'unité BAD de l'organisation terroriste Hezbollah. Une section souterraine s'étend sur plus d'1 kilomètre. 1 kilomètre sous terre, c'est une prouesse d'ingénierie impressionnante, même si elle l'est un peu moins lorsque la grande sortie stratégique semble se résumer à un trou surveillé d'en haut. Et sur la crête de Beaufort, à environ 6 km de Metula, la ville israélienne, Tzahal a découvert un autre réseau construit grâce à du financement iranien et avec l'aide de l'Iran. Il pouvait accueillir des centaines de terroristes avec de l'électricité, de l'eau, des quartiers d'habitation, des salles d'armes, du matériel médical et aussi des armes anti-chars. Et à la fin de juillet, les ingénieurs israéliens ont détruit de grandes sections de ce réseau avec environ 700 tonnes d'explosifs. Il s'agissait du réseau de Beaufort. Ce n'était pas le même système que celui où des terroristes auraient été piégés à Ali Taka. Même l'immobilier militaire souterrain peut apparemment subir une correction de valeur assez brutale. Les forces israéliennes ont découvert une autre base de combat souterraine de plus de 200 mètres de long et de plus de 25 mètres de profondeur, comprenant 12 pièces, 4 puits de lancement, des engins explosifs, des missiles anti-chars ainsi que des drones, dont des drones suicides. La 550 et une brigade ainsi que Yahalom ont finalement détruit l'itinéraire principal des systèmes souterrains différents, mais un même objectif, préserver les forces, stocker les armes, préparer des attaques et maintenir une capacité offensive dirigée vers le nord d'Israël. Israël tente de renverser cette logique. Au lieu d'envoyer des soldats dans chaque corridor potentiellement piégé, Tzahal peut contrôler le terrain en surface, surveiller les puits, envoyer des drones dans les espaces dangereux et relier les observations au sol et l'identification des cibles à des frappes de précision. Un terroriste peut être protégé profondément à l'intérieur de la montagne. Mais pour se déplacer, se ravitailler, lancer une attaque ou s'échapper, il doit éventuellement reprendre contact avec la surface. Le béton peut négocier avec la gravité, avec un certain succès. Négocier avec le besoin de nourriture, de munitions et d'une sortie est un peu plus compliqué. Mais la destruction des systèmes souterrains ne déplace pas le champ de bataille ailleurs. Elle ne le rend pas plus sûr. Car après que la 550 et une brigade eut terminé une grande partie de son travail autour de la zone de Majoun, la responsabilité du secteur occidental est passée à la 50, 5 brigades de parachutistes de réserve. Les forces israéliennes ont continué de trouver des fusils, des munitions, des explosifs, des missiles anti-chars, ainsi que des obus de mortier à l'intérieur de structures en surface. Puis
Puis, au début du mois d'août, une explosion à Majoun a tué 2 soldats israéliens et en a grièvement blessé 4 autres alors que les troupes entraient sur le site. La cause de cette explosion fait toujours l'objet d'une enquête. Cet incident montre ce que signifie réellement le nettoyage du sud du Liban. Les ingénieurs peuvent détruire un tunnel, les avions peuvent frapper un lanceur, le renseignement peut identifier un puits, mais au bout du compte, les soldats doivent toujours entrer dans les bâtiments, fouiller les villages et s'assurer que l'infrastructure d'attaque visant les communautés israéliennes ne puisse pas simplement revenir. La guerre a cette habitude agaçante de refuser de devenir propre et ordonnée simplement parce que la carte a été soigneusement coloriée. Et c'est ici que l'histoire militaire devient une histoire humaine. Chaque mission commence avec des soldats qui avancent. Derrière eux se trouvent des familles qui attendent le message disant qu'ils rentrent à la maison. Mais parfois, ce message n'arrive jamais. C'est pourquoi neutraliser la capacité de l'organisation terroriste à attaquer le nord d'Israël ne concerne pas seulement ce qui se passe sur le terrain. Si ces tunnels, ces armes, ces itinéraires et ces positions fortifiées survivent, les soldats israéliens pourraient éventuellement être envoyés dans les mêmes villages. Les diplomates tentent maintenant d'empêcher cela dans le cadre négocié par les États-Unis le 26 juin. Israël et le Liban testent des zones pilotes. Les troupes israéliennes se retirent d'une zone définie. L'armée libanaise y entre. Les combattants et les armes appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah sont censés être retirés et un mécanisme de vérification doit confirmer que la zone est dégagée. Les discussions de Rome se sont terminées sans percée. Le Liban veut un retrait israélien. Israël veut cet accord ainsi qu'un mécanisme de vérification suffisamment solide pour empêcher l'organisation terroriste Hezbollah de reconstruire ses capacités. Comme toujours, la diplomatie arrive avec un dossier rempli de mécanismes et découvre que le champ de bataille a négligé de lire les documents. L'Iran a aidé à financer et à construire certaines parties de ce système militaire souterrain, parce que l'organisation terroriste Hezbollah demeure l'un de ces fronts armés les plus importants contre Israël. La question n'est donc plus seulement de savoir si Israël peut détruire un autre tunnel. Il s'agit de savoir si ce succès militaire peut survivre à l'accord qui suivra. Tant que cela n'est pas prouvé, le fardeau final repose encore sur les soldats qui entrent les premiers et sur les familles qui vivent avec ce qui arrive lorsqu'ils ne reviennent pas. Et pour comprendre ce fardeau, il faut comprendre les parachutistes israéliens. De la colline des munitions en 1967 et de la traversée du canal pendant la guerre du Yom Kippour jusqu'au col de Mitla en 1956. Les parachutistes ont porté certaines des batailles les plus difficiles d'Israël pendant 70 années consécutives et ils le font de nouveau depuis le 7 octobre 2023. Sur les lignes de front de presque toutes les grandes opérations à Gaza et au Liban, avec des soldats qui le paient de leur vie, des gars qui ont tout laissé tomber, des réservistes qui ont quitté leur famille et leurs emplois pour aller combattre, le sergent Moshe Katz, âgé de 22 ans, du 890 bataillon des parachutistes, un jeune Chabad originaire du Connecticut qui s'était installé ici simplement pour s'enrôler et défendre le pays, a été tué par une roquette dans le sud du Liban plus tôt cette année. 10 autres membres de la 35 brigade de parachutistes ont récemment été blessés, 3 grièvement lors de combats brutaux à Binge Bay. Les parachutistes sont des fantassins d'élite qui prennent la tête des opérations sur les terrains les plus profonds et les plus dangereux, en étant largués ou en manœuvrant derrière les lignes ennemies en premier, puis en nettoyant des bunkers, des tunnels et des villages fortifiés maison par maison dans des combats rapprochés lorsque les unités régulières ne peuvent pas mener ce type d'opération. La brigade de parachutistes constitue l'une des fraternités les plus profondes et les plus anciennes de toute Tsahal, et cet honneur a un coût réel. Des familles envoient un père, un mari, un fils, et certains ne reviennent pas. C'est cela, la fraternité. Cette fraternité ne s'arrête pas sur le champ de bataille. Et c'est exactement ce qui m'a conduit à l'histoire que je veux partager. Tout a commencé il y a 50 ans, après la guerre des 6 jours en 1967.
Un groupe de camarades parachutistes a regardé les veuves et les enfants de leurs amis tombés au combat et n'a tout simplement pas pu s'éloigner. Pas de bureau, pas de financement, pas de nom officiel, seulement des gars qui se présentaient. Pas de grands documents stratégiques, pas de slogan soigneusement peaufiné, parfois la responsabilité commence par l'acte révolutionnaire de simplement être présent. Aujourd'hui, il s'agit officiellement d'une véritable organisation, la Fondation pour les familles des parachutistes tombés au combat. C'est son nom. Elle fonctionne à 100% grâce à des bénévoles. Chaque shekel qui entre va directement aux familles, mais tout le monde continue de l'appeler Dad's Friends, les amis de papa, en hébreu, parce que c'est exactement ce qu'elle représente. Depuis le 7 octobre, les besoins n'ont fait qu'augmenter. Plus de veuves, plus d'orphelins, plus d'enfants qui ont besoin que quelqu'un marche à leur côté. Voilà la mission. Des voyages, des cadeaux d'anniversaire, un contact personnel pour chaque famille, des mentors qui restent avec ses enfants depuis le jour où ils rejoignent le programme, pendant leur propre service militaire, et même après. Des amis qui prennent la place laissée vide par le père qui n'est plus là. Iran Friedler est un bénévole qui vit et respire cette mission chaque jour. Iran connaît chaque famille, chaque veuve, chaque enfant. Toute la communauté Dad's Friends se rassemble pour son voyage annuel de 3 jours à Jérusalem, connu comme un rassemblement rempli de liens, de rires et de sentiments d'appartenance. Je me sens extrêmement privilégié de faire partie de cette journée. Le fonctionnement de base du Fonds des parachutistes est simple. Il repose entièrement sur des bénévoles et travaille avec les veuves et les orphelins de parachutistes tombés pendant les guerres d'Israël. 3 voyages sont organisés chaque année, auxquels participent les mères et les enfants pour différentes activités. Comme les mères sont veuves et monoparentales, les enfants et les mères sont séparés pendant certaines parties du programme. Les enfants ont leur propre programme avec les accompagnateurs, tandis que les mères ont le leur afin qu'elles puissent se reposer un peu, s'amuser de leur côté et avoir un peu de temps pour elles-mêmes. En dehors de cela, les bénévoles rendent visite aux familles pendant les fêtes et leur offrent de petits cadeaux. Chaque bénévole reste en contact avec 3 à 5 veuves. Il les appelle, discute avec elles et les aide aux besoins, ainsi que de toutes les autres façons possibles. Malheureusement, pendant la dernière guerre, environ 30 ou 40 nouveaux enfants sont devenus orphelins. Les enfants touchés par la guerre depuis le 7 octobre ont des âges allant des bébés aux adolescents. Certains sont nés après la mort de leur père. Certains sont vraiment de très jeunes enfants ou des bébés. C'est un processus et la Fondation les approche très lentement et avec beaucoup de délicatesse. Les responsables des groupes, particulièrement les accompagnateurs qui travaillent avec les enfants, se rendent dans les familles et parlent avec eux. C'est ce que signifie réellement l'idée des Friends of Daddy, les amis de papa. Personne ne cherche à remplacer leur père, mais l'objectif est d'aider les enfants à composer avec cette situation épouvantable. Les enfants viennent serrer les accompagnateurs dans leurs bras, s'accrochent à eux et sentent que tout va bien parce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux. Les voyages eux-mêmes ne sont pas des voyages tristes. Ce sont des voyages heureux, avec beaucoup de blagues, de bonheur, de sourires et d'étreinte. Les enfants sont heureux. Lors d'un des voyages, ils ont fait une activité de descente en rappel et les plus jeunes, le groupe des adolescents, se sont fait fabriquer un t-shirt sur lequel était écrit « Papa, c'est pour les faibles ». C'était le genre d'humour noir que les adolescents utilisaient entre eux. Quand la vie offre une tragédie à des adolescents, ceux-ci semblent apparemment se réserver le droit de répondre avec un t-shirt et un mauvais goût absolument impeccable. L'an prochain, la Fondation existera depuis 60 ans. Elle a commencé après qu'une brigade de parachutistes eut conquis Jérusalem-Est, libéré Jérusalem-Est, et subi un grand nombre de pertes parmi les parachutistes. Lorsque les soldats sont revenus de la guerre, ils étaient réservistes, et un nombre important de parachutistes étaient tombés. Leurs amis ont décidé qu'ils devaient faire quelque chose parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les familles seules. Après la guerre de 1973, de nombreux autres parachutistes sont tombés, ce qui a donné un second élan à l'organisation. Depuis, elle poursuit son travail. Pour tous ceux qui veulent soutenir les veuves et les orphelins d'Israël et de Tsahal, c'est une façon de le faire. La Fondation est une organisation bénévole. Elle ne reçoit pas de financement du gouvernement et a besoin de fonds pour continuer. Tout ce que chacun peut donner va directement aux veuves et aux orphelins sans rien verser aux bénévoles eux-mêmes.
J'ai rencontré Iran et tous ses collègues de la fondation et ils ont à cœur de soutenir les veuves et les orphelins de Tsahal. Lorsque je réfléchis à la manière de soutenir Tsahal et d'aider le peuple d'Israël dans cette période extrêmement difficile de la guerre, je reviens à ce que j'ai dit depuis le début. Il s'agit de soutenir les familles des soldats, de soutenir les femmes qui sont à la maison, de soutenir les veuves qui ont perdu leur mari et de soutenir les orphelins qui n'ont plus de père. Voilà ce que nous devons faire. Et c'est une organisation remarquable qui accomplit un travail remarquable. Soutenir cette organisation, c'est soutenir les orphelins et les veuves de Tsahal en Israël, et cela comprend à la fois une aide concrète et des prières pour eux. Au bout du compte, tout cela revient aux êtres humains. La Bible nous dit encore et encore que prendre soin des orphelins et des veuves dans leur douleur, c'est à cela que ressemble la vraie foi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement et c'est quelque chose que le peuple israélien sait particulièrement bien faire. Cela fait partie de notre système de valeurs. L'histoire d'Amit Ivani donne un visage concret à cette réalité. Son mari, le capitaine Yuval Alivan, un officier de réserve, a été tué en combattant des terroristes à Sderot le 9 octobre. Son histoire parle d'elle-même. Et Amit est l'une des femmes les plus fortes avec lesquelles j'ai eu l'honneur de m'asseoir. Le 7 octobre, lorsque les alarmes ont commencé, Yuval savait qu'il devait rejoindre la réserve. Il a été appelé pour son service de réserve. Il s'est porté volontaire, a préparé ses affaires et est parti près de la bande de Gaza. Il était commandant et devait demander à tous ses soldats de venir avec lui. Il a donc pris ses affaires et est parti à Sderot pour combattre et sauver de très nombreuses personnes. Il a sorti des gens de leurs abris et les a conduits dans un endroit sûr. Il a combattu pendant 3 jours. Chaque minute, il y avait une attaque. Une seconde, il devait affronter les terroristes et la seconde suivante, il devait secourir des civils dans leurs abris. Le 9 octobre, son unité est tombée sur une position près de l'entrée principale de la ville de Sderot. Les terroristes étaient cachés dans des positions camouflées qui n'étaient absolument pas visibles. Ils avaient des armes, de l'eau et de la nourriture pour plusieurs semaines. Leur plan était qu'après le passage de l'armée, lorsque celle-ci penserait que la ville était vide et que tout allait bien, ils attaqueraient de nouveau les civils innocents. Le plan reposait sur l'idée que tout le monde croirait que le danger avait disparu, une vieille recette de guerre, où le silence n'est parfois que la violence qui retient son souffle. Ce matin-là, le 9 octobre, les terroristes ont commencé à tirer sur Yuval et ses soldats. Pendant cette attaque, Yuval a été abattu sur place. Ce n'est qu'après cette mission que Tsahal a compris qu'il existait 10 autres positions semblables autour de Sderot. Ils ont sauvé la vie de nombreux civils innocents. Johnny avait presque 1 an et 10 mois. L'explication qu'on lui a donnée est restée très simple. Papa est un héros, il est mort. Nous aimons papa et nous sommes très fiers de lui. Chaque fois que le manque devient trop fort, il y a des photos et des vidéos à regarder et ils restent toujours avec eux dans leur cœur. Amy et Johnny ne se définissent pas d'abord comme une veuve et un orphelin. Johnny est un enfant heureux. Et une partie de ce qui le rend heureux et fier de son père vient du fait qu'ils sont toujours en contact avec tous les amis de Yuval et que ses amis les aident beaucoup. Au début, Amit vivait avec ses parents parce qu'elle avait besoin d'aide. Maintenant, elle et Johnny vivent dans leur appartement et ils ont tellement d'amis qui viennent leur rendre visite. L'idée des Friends of Daddy, les amis de papa, fait maintenant partie de la vie de Johnny. Ils viennent jouer avec lui et, environ 1 fois par semaine, ils vont le chercher à la garderie et l'emmènent faire des activités. Des bénévoles viennent dans le cadre du programme Friends of Daddy, des parachutistes. Il y a des voyages environ 3 fois par année et les accompagnateurs de ce programme viennent aussi faire du bénévolat chaque fois qu'une aide est nécessaire. Si le besoin est d'1 fois par semaine, ils viennent 1 fois par semaine. Ils aident à s'occuper de Johnny l'après-midi et le soir. Cela signifie énormément pour Amit et cela signifie également beaucoup pour les bénévoles parce que cela leur permet de garder un lien avec le fils de Yuval. Amit n'a qu'un seul enfant et Yuval avait tellement attendu avant de devenir père. Il était vraiment le meilleur père au monde. Mais il n'a eu qu'1 an et 10 mois pour être père. Pour Johnny, avoir ce groupe des Friends of Daddy signifie énormément. Cela donne également aux mères un peu de temps sans les enfants, afin qu'elles puissent se reposer et prendre un moment pour elles-mêmes, ne serait-ce que pour boire leur café. Amy boit toujours son café froid, parce que
elle n'a pas le temps, ce programme aide énormément. Dans la grande mécanique de la guerre, parfois la victoire se mesure à quelque chose d'aussi modeste qu'une mère qui parvient enfin à boire son café pendant qu'il est encore chaud. Cela donne aussi à Johnny la capacité et la confiance nécessaires pour aller quelque part sans sa maman et pour être avec tous ses amis orphelins. Mais eux ne se voient pas comme des orphelins. Ils se voient comme les enfants de héros. Johnny est tellement fier. Les autres enfants ordinaires de la garderie pensent eux aussi que le père de Johnny, Yuval, était leur héros à tous, même s'ils ne le connaissaient pas. Même les parents de la garderie ne connaissaient pas Yuval, mais ils ont tellement entendu parler de lui. Les responsables et les accompagnateurs de Johnny sont eux-mêmes des orphelins de la deuxième guerre du Liban. Leurs propres responsables et accompagnateurs étaient des orphelins de la guerre précédente, et leurs accompagnateurs venaient de la guerre du Yom Kippour. Ce sont des générations et des générations d'orphelins qui ont grandi avant de devenir ceux qui prennent soin de leurs petits frères et petites sœurs. L'histoire a un sens cruel de la répétition. Heureusement, la solidarité semble tout aussi obstinée à se répéter. Cela représente beaucoup. Ces accompagnateurs étaient autrefois des orphelins et de jeunes enfants, et aujourd'hui ils sont des adultes qui ont toujours confiance en eux et qui sont fiers de leurs parents. Les voir montre qu'il existe un avenir pour ces enfants. Cela donne une raison d'espérer que Johnny pourra grandir heureux, avec beaucoup d'espoir d'un côté, tout en continuant de se souvenir de son père et d'être fier de lui de l'autre. Yuval et Amit se sont rencontrés lors d'une délégation aux États-Unis. Ils sont allés se produire dans des communautés juives et chrétiennes également. Ils se sont produits dans des camps d'été du YMCA et sont restés en contact avec de nombreuses familles, notamment des familles chrétiennes qui croyaient en Israël. C'était très important pour eux. Si l'histoire d'Amit touche les gens comme elle m'a touché, alors le besoin est direct. Le fonds des parachutistes a besoin de soutien parce que ces familles ont besoin d'une aide constante et à long terme. Chaque shekel ou chaque dollar va directement aux veuves et aux orphelins comme Amit et son fils. Voilà à quoi ressemble la foi lorsqu'elle se traduit en actes. Tout le monde aide de la manière dont il le peut, mais ce qui change réellement la vie d'un enfant, ce sont les relations qui durent toute une vie. Les mentors, les gens qui reviennent année après année, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils l'ont choisi. C'est moins spectaculaire qu'un gros titre et nettement plus difficile. Être encore là l'année suivante. Shea Efrati est une autre personne qui rend cela très clair. Shea a grandi comme l'une de ses enfants, une orpheline qui a perdu son père beaucoup trop jeune. Au lieu de laisser cette douleur la définir, elle en a fait sa propre mission. Aujourd'hui, c'est elle qui accompagne la prochaine génération d'enfants endeuillés. Lorsque Shai avait 3 ans, son père a été tué dans la bande de Gaza. Il s'est battu contre des terroristes du Hamas qui voulaient tirer des missiles vers Israël et il a été tué pendant ce combat. Shai est arrivée au fond lorsqu'elle avait environ 3 ans et demi. Elle a vraiment grandi là-bas. Elle passait son temps avec les autres enfants et les accompagnateurs et a continué à venir jusqu'à environ 19 ans, même pas 18, avec ses frères et sa mère. Ils avaient environ 3 ou 4 camps par année et elle y passait toutes ses vacances. C'était vraiment extraordinaire parce que c'était leur première occasion de rencontrer d'autres enfants comme eux, dans un endroit où ne pas avoir de père n'était pas quelque chose d'étrange, ni quelque chose qui les rendait différents. Sa mère a également pu rencontrer un groupe de veuves de son âge, puisqu'elle était elle-même une très jeune veuve. Cela a également fait une grande différence pour elle. C'est une partie de la beauté du fond. Même les accompagnateurs présents aujourd'hui, pour la plupart, ont eux-mêmes été des enfants du fond auparavant. Il y a donc le sentiment qu'ils peuvent se comprendre les uns les autres. Shai a commencé à être accompagnatrice il y a presque 2 ans. Les accompagnateurs essaient vraiment de voir les enfants en dehors des voyages aussi souvent qu'ils le peuvent. Lorsqu'elle a du temps libre, les fins de semaine ou une petite pause de l'armée, elle va rendre visite aux enfants chez eux. Pendant les voyages, ils font toutes sortes d'activités amusantes avec eux. Ils les emmènent au zoo, ils les emmènent à la piscine, ils sont les personnes chargées du plaisir. Ils essaient de ne pas dire non aux enfants afin qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent pendant qu'ils sont là. Voilà le plan. Nous essayons de laisser aux mères du temps pour elles-mêmes, entre elles, c'est la clé.
Les enfants peuvent être avec d'autres enfants qui ont perdu un père ou une mère, tandis que les mères qui sont veuves peuvent passer du temps avec d'autres veuves de leur âge. Lorsque Shah était enfant dans la fondation, il y avait au maximum 10 enfants dans son groupe venant de la deuxième guerre du Liban. C'était à peu près la taille du groupe à l'époque. Aujourd'hui, dans le groupe dont elle est accompagnatrice, il y a 33 enfants. C'est une augmentation importante qui rend beaucoup plus difficile le fonctionnement de la fondation avec autant de nouvelles personnes. 33 enfants dans un groupe, c'est le genre de statistique de croissance que personne ne devrait jamais avoir envie de célébrer. C'est pourquoi la fondation cherche à se faire davantage connaître. Le fonds demeure une toute petite fondation avec une atmosphère familiale. Il est important de la soutenir parce qu'il y a malheureusement tellement de nouvelles familles qui rejoignent cette terrible famille de familles brisées. Sur le plan logistique, il n'y a aucun moyen de maintenir tout cela sans aide extérieure. Toutes les personnes impliquées sont bénévoles. Les enfants ont vraiment besoin de ces moments où ils peuvent se sentir comme des enfants ordinaires et rencontrer d'autres enfants. L'organisation ne pourrait pas faire ce travail sans l'aide de ceux qui la soutiennent. C'est pourquoi cette histoire est importante. 50 ans, des amis des parachutistes ou Abba, Dad's Friends, les amis de papa, qui se tiennent aux côtés des familles ayant payé le prix le plus élevé. Et cela nous ramène à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Des soldats américains qui saignent loin de chez eux, des soldats israéliens qui saignent pour défendre le seul foyer que nous ayons, des uniformes différents, des drapeaux différents, mais le même combat contre le même mal. Chaque veuve, chaque orphelin que nous rencontrons aujourd'hui représente quelqu'un qui a tout donné. Et je veux dire absolument tout, afin que le reste d'entre nous puisse vivre libre. Voilà le courage de cette nation et de chaque soldat américain et israélien qui a donné sa vie dans cette guerre longue et horrible. Nous leur devons plus que de simples mots. Les mots coûtent merveilleusement peu cher. Malheureusement, le deuil ne les a jamais acceptés comme paiement intégral. Soutenir le fonds des parachutistes est important parce que chaque geste d'aide compte. Et parallèlement à ce soutien, ces femmes et ces orphelins ont besoin de prières, tout comme la paix de Jérusalem. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.